J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Qu'est-ce que le white flight et d'où vient-il? Ce phénomène renvoie à la fuite des Blancs, parce qu'il faut traduire évidemment sur Radio Courtoisie, la fuite des Blancs des zones urbaines à fort taux d'immigrés, un concept américain notamment étudié par le professeur britannique Ted Cantle, spécialiste en cohésion des communautés. Alors son étude explique qu'en une dizaine d'années, dans certains quartiers, les populations issues des minorités ethniques étaient de plus en plus isolées, notamment avec le départ des populations blanches entre guillemets. Alors si les statistiques ethniques existe au Royaume-Uni. Nous comprenons qu'une telle étude est difficile à mener en France, mais que dit la réalité du terrain sur ce phénomène? Au-delà de l'existence de ces zones de non-droit, nous aborderons la question taboue du racisme anti-blanc. Et pour cette table ronde, nous recevons les témoignages et les éclairages de 3 invités ce matin, notamment Philippe Vardon qui est avec nous en studio. Bonjour Philippe Vardon. Bonjour. Vous êtes conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis 2015, oui, ouais. Principal opposant de Christian Estrosi. À Nice, au conseil municipal, vous êtes aussi membre du parti Reconquête d'Éric Zemmour. Puis nous sommes avec Nicolas Faure. Bonjour Nicolas Faure. Alors Nicolas Faure qu'on n'entend pas, vous êtes créateur du média Sunrise sur YouTube, on reviendra avec vous. Et puis nous sommes avec Stéphane Ravier. Bonjour Stéphane Ravier. Vous êtes sénateur de la circonscription des Bouches-du-Rhône depuis bientôt 10 ans, conseiller municipal de Marseille. Alors évidemment, je suis obligé d'en parler avant de commencer cette table ronde. Philippe Vardon, quand je vous ai demandé si on pouvait commencer sur Darmanin, vous m'avez dit aucun problème, surtout en ce moment. Alors on le sait, donc les députés ont voté en faveur d'une motion de rejet qui coupe court à tout débat sur le projet de loi immigration. Donc c'est évidemment un désaveu de la politique de Gérald Darmanin. Et puis aussi, c'est une nouvelle reconfiguration de l'Assemblée nationale parce qu'on se rend compte que des gens qui n'ont rien à voir peuvent s'opposer aujourd'hui à la politique d'Emmanuel Macron. Oui, pour des raisons très différentes, puisqu'on a le double rejet, un rejet de gauche et un rejet de droite, même pour ceux d'ailleurs qui ne veulent pas eux-mêmes se définir de droite, mais qui sont regardés comme tels. Je vous ai même dit précisément, quand on m'a dit est-ce qu'on peut parler de Darmanin, j'ai dit il n'y a aucun problème pour dire du mal de Darmanin, très précisément. Je voulais vous laisser le dire. Écoutez, on se prive donc de 15 jours de communication supplémentaire de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui se présente comme le ministre de l'Intérieur qui lutte contre l'immigration alors qu'il n'est que le ministre de l'invasion. Gérald Darmanin, il faut le rappeler, c'est le ministre du record absolu d'entrée d'étrangers dans notre pays, du record absolu d'étrangers présents dans notre pays. Gérald Darmanin, c'est le ministre de l'ouverture du port de Toulon, dans notre région, à l'Ocean Viking et ses migrants. Ce bateau de SOS Méditerranée, on s'en rappelle. Gérald Darmanin, c'est le ministre qui a dissous Génération Identitaire parce que ce mouvement l'humiliait aux frontières du pays. Oui, Gérald Darmanin, c'est le ministre de l'invasion, pas le ministre de l'Intérieur de notre pays. Et je dirais que voilà, on va pas pleurer sur son sort. Ce texte de loi, c'était essentiellement, en réalité, pas une loi sur l'immigration, mais une loi sur les régularisations, une loi qui ne réglerait rien et pour laquelle il nous explique en réalité que pour pouvoir expulser 14 personnes par an, eh bien, il fallait, nous, qu'on accepte à côté des dizaines de milliers de régularisations supplémentaires. Je rappelle qu'au moment où on se parle, il y a dans notre pays chaque année davantage de régularisation de clandestins, c'est-à-dire des gens entrés illégalement sur le territoire à qui on dit bon finalement t'as violé la loi mais c'est pas si grave, on va régulariser ça, c'est assez particulier, davantage de régularisation que d'expulsion. Pour le dire autrement, un clandestin, un étranger qui entre illégalement dans notre pays aujourd'hui, il a plus de chances de finir par être régularisé et sans doute au bout du chemin naturalisé que d'être expulsé. Voilà ce qu'est la réalité de la politique migratoire ou de la non-politique migratoire de la France aujourd'hui. Et de Gérald Darmanin, enfin porté par Gérald Darmanin. Justement, Nicolas Faure là-dessus, sur le désaveu évidemment de l'Assemblée nationale de la politique sur l'immigration de Gérald Darmanin. Qu'en pensez-vous ? Bon, moi, je vais peut-être faire un peu tâche, mais je vais défendre Gérald Darmanin parce qu'il a retrouvé quelque chose qu'il avait perdu pendant très longtemps, parce que son
son rôle en tant que ministre de l'Intérieur, ça a été une catastrophe absolue. Son bilan est désastreux, vraiment désastreux. Mais il a retrouvé quelque chose qu'il avait perdu depuis très longtemps. C'est un semblant d'honneur. Alors c'est très rare chez Darmanin d'avoir de l'honneur, parce qu'il aurait dû le faire depuis très longtemps, mais il a présenté sa démission à Emmanuel Macron. Oui, et franchement, non mais c'est du cinéma. On le sait, ils ont dû siroter une coupe de champ. Nicolas Faure. C'est peut-être du cinéma, ça j'en conviens, mais le fait est quand même que ça fait plaisir de l'entendre, même si évidemment ça n'a pas de sens et compagnie, mais c'est la moindre des choses, et en réalité cette démission, elle aurait dû être présentée depuis très 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 longtemps, ne serait-ce que depuis, ça fait déjà des années maintenant, mais à la finale de Ligue des Champions, où il avait accusé les supporters anglais, rien que ça, mais après il y a Lola, il y a plein d'autres victimes de l'immigration bien sûr, mais voilà, il a présenté sa démission, il a retrouvé un semblant d'honneur, c'est du cinéma, et on aurait aimé qu'elle soit acceptée, et on aurait aimé surtout qu'il la présente bien plus tôt, ça aurait sauvé des vies. Alors on va continuer à parler de ça juste après, évidemment avec vous, notamment Stéphane Ravier. Il est 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité de Liselotte Dutreuil, puis on retourne sur cette table ronde. Ligne droite. La table ronde. Oui. Non. La table ronde. Alors Stéphane Ravier, nous parlions de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, donc on le rappelle, les députés ont voté hier donc, en faveur d'une motion de rejet sur sa loi sur l'immigration, son projet de loi sur l'immigration. Alors pour Philippe Bardon, c'était une bonne nouvelle. Pour Nicolas Faure, c'est plutôt du cinéma, notamment cette demande de démission. Qu'en pensez-vous justement aujourd'hui, Stéphane Ravier ? Oui, pardonnez-moi. Oui, bon, il est bien obligé de présenter sa démission par pure forme, mais il aurait quand même pu insister. Il aurait pu essayer de convaincre Emmanuel Macron, mais je crois que personne ne se bouscule au portillon pour occuper ce poste, puisqu'il faut assumer la ligne qui est celle d'Emmanuel Macron et qui est celle d'un immigrationnisme forcené. Emmanuel Macron, c'est le président, je crois que Philippe l'a dit, c'est le président de l'invasion, c'est le président du grand remplacement, et le ministre de l'Intérieur, quel qu'il soit, sera bien obligé d'appliquer cette ligne. Donc, écoutez, c'est déjà sur la forme un message très clair envoyé à l'arrogance de Gérald Darmanin, qui sur la forme déjà est épouvantable, y compris avec les parlementaires, avec les policiers, avec les Français, à qui il avait dit, rappelez-vous, nous avons de très bons résultats en matière d'insécurité pour les classes populaires, mais il n'est pas toujours compris, sous-entendant que ces Français sont vraiment des idiots et ne comprennent rien à rien au génie de Darmanin. Bon, la réalité, c'est qu'effectivement, c'est le ministre de l'invasion, c'est le ministre de l'insécurité généralisée, c'est le ministre du racisme anti-blanc qui s'est exprimé encore à Crépol, c'est le ministre qui ne voit pas les groupes d'extrême gauche, des antifas jusqu'à la jeune garde, agresser les militants patriotes, et qui, pour répondre à ce chaos, et bien pour telle mesure, a décidé de dissoudre Academia Christiana. Voilà, c'est donc le ministre de l'Intérieur le plus toxique de la Ve République. Il était temps qu'on le lui fasse savoir. Et pourtant, il y avait de la concurrence. L'union des droites, même si, Philippe l'a dit, certaines ne se définissent pas ainsi, même si l'union des droites, ça fonctionne. Voilà, les LR n'y seraient jamais parvenus seuls, le RN non plus. Eh bien, je dirais que l'intelligence collective a remporté cette belle victoire, et les Français peuvent s'en réjouir, même si pour l'instant, ce n'est que de pure forme. Et ça ne va pas être facile pour Emmanuel Macron de continuer évidemment à gouverner avec une Assemblée nationale autant opposée à sa politique. Alors je voulais revenir évidemment sur notre thème. Alors c'est évidemment un lien avec notre thème parce que la loi sur l'immigration a été rejetée, on le rappelle. Mais c'est ce phénomène des white flies, c'est-à-dire la fuite des Blancs, qui est évidemment liée à l'immigration. Vous, Philippe Bardon, vous avez grandi dans la cité des Moulins, c'est à l'ouest de Nice, et vous avez vu donc que le quartier de votre enfance donc sombrer dans la criminalité premièrement, et puis le communautarisme islamiste. Que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé? Oui, moi j'ai grandi dans ce quartier des Moulins, qui est aujourd'hui le quartier qui fait le plus parler de lui à Nice, régulièrement, à l'antenne des radios, des télés nationales désormais, puisqu'on a, comme Stéphane le connaît bien, dans les quartiers nord de Marseille, désormais ces images de patrouilles cagoulées, kalachnikov en main, qui sont régulièrement filmées par les habitants sous leurs fenêtres. On a ces balles qui finissent souvent à quelques
quelques centimètres d'une fenêtre. On a eu des cas dramatiques dans notre cité. On a eu le cas à Marseille et encore aussi tout récemment. Donc on est vraiment aujourd'hui dans cette situation-là. Les narcotrafiquants ont pris le pouvoir. Quand ce ne sont pas les narcotrafiquants, ce sont les imams islamistes. Et effectivement, ça ne ressemble pas à ce que j'ai connu moi dans les années 90. J'ai passé mon adolescence et toute la fin de mon enfance dans ce quartier-là. C'était pas la fête à l'époque. C'est une cité qui a été construite initialement pour accueillir très largement les rapatriés d'Algérie, les pieds noirs et de l'immigration européenne. Et puis petit à petit, une immigration en a chassé une autre. Et effectivement, on a connu ce phénomène. Alors, je ne vais pas prendre le risque de mettre une pièce dans le cochon, mais je dirais que les Gaulois ont quitté le quartier. Et pour le résumer très simplement, moi, j'habitais pas dans une grande tour, j'ai eu cette chance, mais dans un des immeubles de 5 étages. Quand on s'y est installé avec ma mère et mon frère, c'était on appelle pudiquement la mixité sociale, c'est-à-dire la mixité ethnique. Alors, il y avait des Maghrébins, mais il y avait aussi des logements de fonction de la Poste, donc on avait des Antillais, et puis des Portugais, et puis des Français, des Français de souche française. Et puis petit à petit, les uns après les autres sont partis. Nos voisins antillais ont été remplacés par des Maghrébins, les Portugais ont été remplacés par des Maghrébins. Et la réalité, c'est que quand nous sommes partis, nous, de l'immeuble, nous étions les derniers blancs, pour reprendre votre terme, de l'immeuble. Et c'est ainsi dans tout le quartier. Et c'est un quartier, effectivement, qui connaît aujourd'hui, alors qu'il y a eu une rénovation urbaine majeure. Pour vous citer une anecdote, à l'occasion des élections municipales, vous l'avez rappelé, je suis le chef de l'opposition municipale au conseil municipal et métropolitain face à Christian Estrosi. À l'occasion des dernières élections municipales, je suis allé avec un de vos confrères de Valeurs Actuelles. Ça savait faire le portrait, alors on retourne dans le quartier. Et j'ai mis quasiment 10 minutes à trouver mon immeuble d'enfance. Alors pourquoi ? Parce qu'on l'a tellement rénové. On a refait la façade, on a mis un jardinet devant. Ce qui était avant un terrain vague et un parking devant, ce sont de nouveaux immeubles, des laboratoires pharmaceutiques, une annexe de la ville. On a construit un grand commissariat à côté. Enfin, méconnaissable. J'ai même été obligé de demander à une dame qui sortait en disant « Excusez-moi, est-ce que c'est l'ancien bâtiment 44 ?» Ah oui, plus rien n'y ressemblait. Tout a été refait. Ça semblerait, si je vous y amenais ce matin, avant que les dealers se réveillent, vous me direz bon, finalement, c'est un lotissement, c'est sympathique. Mais la réalité, c'est que pas plus tard qu'il y a une semaine, dans l'immeuble où j'ai grandi, on a eu 2 dealers retranchés avec intervention du RAID parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir tiré sur certains de leurs concurrents. Voilà la situation aujourd'hui de ce quartier. Depuis 2008, on a mis 220 millions d'euros dans le quartier des Moulins. La réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de trafic de drogue, il n'y a jamais eu autant de règlements de compte, il n'y a jamais eu autant d'islamisme. Justement, on va en parler, ça, ces moyens qui ne suffisent pas finalement, mais je voulais revenir avec Stéphane Ravier. Vous avez grandi dans la cité de la Morelette, donc c'est un des quartiers nord de Marseille, c'est dans le 15e arrondissement. Et vous aussi, vous avez vu le quartier de votre enfance se dégrader année après année. Écoutez, tout pareil que Philippe. tout pareil. Exactement, le même processus. Je suis un petit peu plus âgé que Philippe, mais on est de la même région, on a subi le même phénomène, comme dans plusieurs centaines de villes, milliers de villes désormais, et en campagne désormais dans notre pays. Moi, la Morelette, alors c'est une résidence privée. Mes parents ouvriers se sont saignés pour acheter leur appartement. Ils ont travaillé et d'arrache-pied. Et il y avait dans cette résidence une population, c'était des classes populaires, mais dans le sens du Larousse du terme, pas du politiquement correct, donc des Français, de souche française et puis d'origine italienne, espagnole, ce que vous voulez, mais parfaitement assimilés, parfaitement français. Qui, petit à petit, c'est naturel, les enfants quittent le cocon familial et puis vont s'installer ailleurs. Les parents finissent eux aussi par partir et ils ont été remplacés par d'autres populations qui s'installaient donc dans une résidence où il y avait tout, école maternelle, école primaire, collège, piscine, transport en commun, mairie de secteur, vous pouvez faire vos démarches administratives, des commerces de proximité, etc., le bus, etc. Donc ils n'ont jamais manqué de rien et ils ne manquent toujours de rien. Non seulement ils ne manquent toujours de rien, mais la même chose qu'à Nice, dans le quartier des Moulins, la politique de rénovation urbaine, les millions, les milliards coulent à flot. Ce sont toujours les mêmes qui reçoivent, et d'ailleurs toujours les mêmes qui payent, et qui eux ne reçoivent rien. Et ça n'a pas empêché
cette résidence, comme toutes celles qui sont dans ce quartier, aux alentours, de s'effondrer car elle a implosé. Le problème est venu de l'intérieur avec des populations qui, effectivement, ne se sont intégrées à rien, ni même au modèle, je dirais, social et professionnel. Et pour beaucoup, ont préféré s'orienter vers des activités illicites, voire criminelles, prenant en otage les derniers Gaulois qui n'ont qu'une envie, c'est de fuir, mais ils n'en ont pas les moyens. Voilà, ça c'est une réalité. Donc l'immigration massive entraîne une émigration de l'intérieur. Les Français sont devenus des réfugiés de l'intérieur. Alors ils quittent le quartier, voire la ville, quand ce n'est pas le département, à condition d'en avoir les moyens. Parce que vous, donc à Marseille, il y a 2 white flights. Il y a un à l'intérieur, un à l'extérieur, ce que vous dites. Donc soit finalement ils vont dans des résidences plus sécurisées, donc dans des arrondissements de Marseille sécurisés, soit carrément ils partent dans le Var, dans les villages provinciaux alentours. Oui, alors quand ils sont obligés de rester à Marseille parce qu'ils y travaillent et n'ont pas les moyens, parce que je vous l'ai dit, faut-il avoir les moyens d'aller s'installer dans une autre ville, à la périphérie de Marseille, des communes qui s'appellent Plan de Cul, Callot, Les Pennes Mirabeau, etc., ou alors un petit peu plus loin au pied des Alpilles. Évidemment que cela coûte excessivement cher, mais il y a certains Marseillais quand même qui restent à Marseille, puisqu'il y a quand même des poches où il fait encore bon vivre, même si Marseille, justement, est la ville où l'on compte le plus de résidences fermées en France. Donc c'est un signe, ça. Hein, c'est pas une lubie, c'est une réalité. Donc il y a ceux qui arrivent encore à s'offrir des habitations, des appartements dans des quartiers que je ne qualifierais pas, que je qualifierais de préservés et pas privilégiés, parce que vous savez, on essaie de culpabiliser les Français aujourd'hui. Ah, mais vous habitez dans des quartiers privilégiés. Il n'y a aucun privilège à vivre dans un quartier où il y a une sécurité. C'est un droit à la sécurité. Donc, il y a des quartiers préservés de la délinquance. Alors, ils arrivent encore à rester à Marseille. Et au fur et à mesure, mais la marée monte. La marée monte. Et donc, eh bien, il finit par quitter Marseille, voir le département, et je dirais arriver en bout de carrière professionnelle. Alors là, il s'exile eh bien, dans le Var ou dans les Alpes-Maritimes, quand il ne quitte pas le pays. Alors justement, Nicolas Faure, là-dessus, je me souviens, on avait parlé des émeutes ensemble, donc c'était en juillet dernier. Justement, donc c'est ces moyens qui ne suffisent plus finalement pour éviter donc ce white flight et puis cette dégradation des banlieues. Vous, comment on pourrait lutter efficacement contre ce white flight, donc cette fuite des blancs des banlieues des grandes métropoles françaises? Alors, avant peut-être de voir comment on peut lutter contre ça, je pense qu'il y a une première chose à faire, c'est que les gens ouvrent les yeux sur la réalité de ce phénomène. Alors, tout le monde le voit inconsciemment. Ici, sur ce plateau, et parmi ceux qui nous écoutent, il n'y a pas de problème. Tout le monde est conscient de cette réalité, mais il ne faut pas oublier qu'on vit quand même dans un pays où il faut convaincre des gens, et pas qu'un peu. Il faut en convaincre beaucoup, parce qu'il y a plein de gens qui ne voient pas la réalité de ce phénomène. Et pour ça, je pense que c'est la première étape, on va dire. Et j'ai récupéré quelques petits éléments pour préparer cette émission. Et j'aimerais quand même dire, alors en France, c'est compliqué, puisqu'en France, vous savez, il faut être un chercheur du CNRS pour dire s'il y a un phénomène qui existe ou pas. Typiquement, on a vu, par exemple, récemment, des chercheurs du CNRS nous dire le racisme anti-blanc n'existe pas. Bon, quelques jours après que Thomas ait été tué à Crépol, au cri de « on va tuer des blancs ». Bon, mais a priori, ça suffit pas. Bon. Mais par contre, on a des données quand même aux États-Unis qui nous montrent clairement la chose et je voulais les partager avec vous parce que ça vous donne des éléments concrets qui vont vous permettre peut-être d'ouvrir quelques yeux, même si les plus fervents fanatiques de gauche auront du mal à le faire. Mais par exemple, aux États-Unis, on en parle sans tabou, sans problème. Michelle Obama elle-même, c'est sous son patronage qu'on pourrait presque placer ce sujet, déplorait en 2019 que les Blancs étaient toujours en train de fuir les minorités. Bon, c'est bien que le phénomène existe. Et il y a une étude qui est super intéressante, une étude scientifique qui a été publiée en 2018 par Samuel Caille, qui montre que ce white flight, cette fuite des Blancs, cet exode blanc, comme on veut, est une réalité qui n'est pas liée à des facteurs socio-économiques, comme pourraient l'expliquer nos amis sociologues du CNRS, mais bien à une thématique ethnique. Pardon. C'est une thématique, enfin, c'est une motivation ethnique. Et ce qui est très intéressant, et là, je pense que c'est l'argument ultime à présenter à nos amis de gauche, c'est qu'on a une étude parue en 2023, publiée par Eric Kaufmann, aux États-Unis toujours, hein, bon, voilà, qui nous montre et qui a étudié les données d'exode blanc aux États-Unis et en Angleterre, où il y a des données qui permettent de faire ça. Bon. Et en fait, ce qu'il a découvert, je pense que c'est intéressant, c'est que
les Blancs, effectivement, en Royaume-Uni ou aux États-Unis, donc fuyaient les quartiers de la diversité et de la richesse qu'est l'immigration, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, c'est que les républicains et les Brexiteurs quittaient, donc théoriquement de droite, théoriquement des méchants vilains, quittaient donc ces quartiers, mais que les démocrates et les anti-Brexiteurs, donc les démocrates aux États-Unis et les anti-Brexiteurs au Royaume-Uni, quittaient également dans les mêmes proportions et pour les mêmes destinations les quartiers de l'immigration, etc. Donc ils fuyaient exactement de la même manière. Mais ils continuent de voter à gauche. Ouais. Ils continuent de voter à gauche. Ouais. C'est ça, Alors, il y en a qui ouvrent les yeux. Après, Mais... ils viennent polluer électoralement d'autres secteurs. Mais exactement, mais ça, c'est un phénomène qui est quand même dingue, c'est que les types ont les gens de gauche ont des stratégies d'évitement. Alors, il y en a beaucoup qui ouvrent les yeux, mais voilà, faut qu'on leur mette ça dans la figure et leur dire que, ce phénomène existe et qui traduit bien quelque chose qui est en réalité la fuite de la richesse de l'immigration. C'est ça le vrai sujet. Mais effectivement, comme le dit Stéphane Ravier, avec raison, le problème, et moi je le vois en tant que Breton, quand on est en Bretagne, on a l'exode blanc qui arrive très clairement. C'est-à-dire que si le prix, et c'est sur toute la côte ouest de manière générale, du Pays Basque jusqu'à la Bretagne en passant par la Vendée, les prix des maisons sur les côtes explosent, vraiment explosent, et pas que dans les côtes, même dans les petits villages. Moi j'ai plein d'exemples de petits villages du centre-Bretagne où il y a des rescapés parisiens, lyonnais, etc., qui viennent et qui s'installent. Alors, en reconnaissant à demi-mot, oui, on ne reconnaissait plus notre ville, etc. Mais il y a vraiment un phénomène massif. Alors, comment lutter contre ça? À part le combat politique que mène ici Stéphane Ravier et puis M. Vardon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ouvrir les yeux, essayer de raisonner ces gens-là, essayer de leur faire comprendre que malgré tous les beaux discours, si même les gens de gauche fuient l'immigration, c'est bien qu'il y a un problème avec elle. Mais j'ai pas dit que ça serait facile de raisonner un peu tout ce petit monde-là. Alors, je vais vous donner la parole, Philippe Vardon, mais avant ça, Stéphane Ravier, je crois que vous devez partir plus tôt, donc je voulais vous brancher là-dessus, notamment sur ce phénomène du racisme anti-blanc, parce qu'on l'a compris, ces white flight ne partent pas comme ça, ils partent aussi parce qu'il y aurait dans ces banlieues donc un racisme anti-blanc. Est-ce que vous croyez à ce racisme anti-blanc qui est évidemment tabou en France? En tout cas, c'est un phénomène, on entend beaucoup moins parler que le racisme contre d'autres minorités ethniques. Moi, je ne crois pas. J'en suis convaincu. Je suis tout à fait certain de la chose. Il ne se passe pas une semaine sans qu'un Marseillais que je rencontre, ou même ailleurs, je passe souvent de temps à Marseille, ne me rapporte le fait d'avoir été victime de la manifestation d'un racisme anti-blanc en sa direction. Et vous avez défendu donc une insulte, des insultes très très claires, sale français, sale blanc, dans des quartiers qui justement ont été grand remplacés et où la nouvelle majorité impose ses codes, sa culture, son quotidien. Avec désormais la conquête du territoire ayant abouti, il faut chasser les derniers Gaulois en leur mettant la pression. Et cela passe par des insultes et des menaces de ce type-là. Il ne se passe pas une semaine. Moi, en 2015, j'étais jeune maire de secteur et un élu de gauche s'était cru obligé de me dire il va y avoir la semaine contre le racisme. Est-ce que, monsieur le maire, vous allez y participer? J'ai même bien volontiers, à la condition que je puisse tenir le stand du racisme anti-blanc. C'est pas quelque chose de nouveau pour ceux qui veulent bien ouvrir les yeux et les oreilles. Mais il y avait jusqu'à présent un véritable tabou, et c'est ce qui conduit bien sûr à cet exode. Non seulement les Français sont survivent au milieu d'un modèle culturel qui n'est pas le leur, et il est tout à fait légitime pour eux de vouloir le retrouver, mais c'est aussi parce qu'au quotidien, vraiment, ils ne sont plus les bienvenus chez eux, et on leur fait savoir de la manière la plus agressive, la plus violente, par la manifestation d'insultes très clairement de racistes anti-blancs, anti-chrétiens, anti-français. Alors justement, le ministère de la Culture a défendu un nouveau programme de formation intitulé La Relève. Il y a une spécificité bien particulière, c'est qu'il est interdit aux Blancs. Il s'agit de former 101 dirigeants culturels en France, sélectionnés sur la base d'une discrimination positive, donc au profit de la diversité. Alors pourquoi vous avez dénoncé ce programme, Stéphane Ravier ? Oui, avec Marion Maréchal. Marion Maréchal, nous avons saisi le défenseur des droits. Vous voyez, comme quoi il arrive que le diable porte pierre. En tout cas, nous l'espérons, parce qu'il s'agit là manifestement d'une conception racialiste
de la politique et de la politique culturelle en particulier. Je veux dire, on ne s'en cache même plus. Au sein du gouvernement de Mme Borne, c'est sans borne maintenant, le jeu mot est facile, mais voilà, on se lâche, on se fait plaisir. C'est vraiment ouvertement, on va recruter en fonction de la couleur de la peau. Voilà. C'est clair, si j'ose dire. Oui, c'est le racisme de l'antiracisme. C'est le racialisme assumé qui s'apparente à un certain racisme anti-blanc, quoi. Donc, nous espérons que le défenseur des droits défendra les droits des Français, je dirais des Blancs, il en reste encore quelques-uns dans ce pays. Donc, vous voyez, ils avancent et il faut plus reculer, quoi. Ça, c'est clair qu'il faut passer à la contre-offensive. Parce que sinon, nous allons vraiment devenir, c'est déjà un peu le cas, des parias dans notre propre pays. Alors, on l'a compris, il y a ces banlieues, évidemment, où donc les Blancs, en tout cas les Français de souche, se sentent de moins en moins intégrés, enfin de moins en moins chez eux, notamment, vous l'avez dit, avec ce phénomène de racisme anti-blanc, et puis aussi la présence de l'islam, Philippe Vardon, notamment. Vous avez parlé de la drogue, et puis on a donc des checkpoints, des dealers, et puis, enfin, d'ailleurs, 2 mots anglais, je suis désolé, 2 euros dans le cochon, et donc il y a aussi la présence de l'islam. On parle de zones de non-droit, mais il y a beaucoup qui disent que ce ne sont pas des zones de non-droit, ce sont des zones de droit islamique. De notre droit. D'un autre droit. Ce qui est sûr, c'est que le droit qui s'exerce là n'est pas le droit commun, n'est pas celui qui repose sur vous, sur moi. Il y a le droit des caïds et le droit des califes. On a effectivement au Moulin et dans tant d'autres quartiers cette cohabitation où d'un côté les narcotrafiquants et puis de l'autre les imams. Et d'ailleurs, il arrive de plus en plus souvent que les imams soient appelés en juge de paix. On l'a vu au moment des émeutes, on l'avait vu, vous vous en souvenez, quand il y avait eu ces affrontements communautaires entre Tchétchènes et Maghrébins à Dijon, où la chose s'était réglée avec un échange de chèvres et un serrage de mains sous les auspices de l'imam. Et le préfet... 2022, ça 2021 et c'est ça, ouais, de 2021, et le préfet était content, d'ailleurs, c'était formidable, la République avait trouvé le chemin de l'apaisement. Bon, dans le quartier des Moulins, vous savez, moi, quand j'étais gamin dans le quartier des Moulins, objectivement, la manifestation de l'islam, c'était, sans faire une image d'Épinal, mais quand il y avait le ramadan, c'était parce que les voisins venaient taper à la porte pour offrir des cornes de gazelle. Aujourd'hui, le quartier des Moulins, on a un imam qui est le plus important, qui s'appelle l'imam Sadouni, qui est un imam qui a invité à plusieurs reprises Annie Ramadan, qui est donc un des propagandistes dans ce quartier de la doctrine des frères musulmans, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Un imam qui avait été considéré en son temps, en 2015, à l'occasion des élections régionales, où Marion Maréchal était tête de liste. Cet imam, Marion Maréchal avait dénoncé l'influence de cet imam. Alors, on dit juste au revoir à Stéphane Ravier. Merci à vous, Stéphane. Excuse-moi, je t'en prie. de t'interrompre, mais je suis sûr que tu ne vas pas perdre le fil. Moi, par contre, je voulais pas perdre le train. Je vous salue. Merci pour votre invitation et bonne fin d'émission. Merci à vous, Stéphane Ravier. Je rappelle, vous êtes sénateur aux conquêtes de la circonscription des Bouches-du-Rhône. On continue avec Philippe Vardon. Cet imam avait été considéré à l'époque, alors que Marion Maréchal dénonçait son influence, toute cette propagande islamiste. Cet imam avait été considéré par Christian Estrosi comme un relais social. Il avait déclaré, c'était à l'antenne de vos confrères de RTL, je crois, c'est un relais social et je le soutiens de toutes mes forces. Donc celui qui reçoit Annie Ramadan, juste petit-fils du fondateur des Frères musulmans, aujourd'hui interdit de territoire d'ailleurs dans notre pays, il était temps, celui-ci était considéré par Christian Estrosi comme un relais social. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres de ces compromissions aussi faites de cynisme, de clientélisme électoral, et on a laissé ce quartier tomber, encore une fois, sous la coupe d'un côté des narcotrafiquants qui prennent appui sur l'immigration massive, et y compris de plus en plus sur l'immigration clandestine, puisque dans ce quartier des Moulins, 60% des dealers arrêtés sont des immigrés clandestins. C'est aussi un nouveau phénomène. Avant, il y avait des dealers qui étaient souvent les jeunes du quartier. Ensuite, on a pris les jeunes des autres quartiers. Comme ça, il n'y avait plus de connexion avec les familles. On ne pouvait pas aller parler aux parents, etc. Et désormais, les réseaux de trafiquants utilisent même des clandestins. Donc cette immigration ne fait que nourrir de toutes les façons possibles la délinquance, la criminalité et puis bien sûr l'islamisme dans nos quartiers. Alors Nicolas Faure, on va conclure là-dessus en 2 mots justement sur ces zones de non-droit. On dit des zones de non-droit, mais finalement qui sont des zones de droit islamisées qui participent notamment à cette fuite donc, des Blancs. C'est des zones islamisées, c'est certain, mais c'est pas que ça, c'est aussi des zones
clairement, il y a une espèce de loi de la jungle qui dépasse même largement le cadre islamique pur. En tout cas, c'est mon avis. Je pense qu'on est en fait dans des zones qui sont racaillisées, en plus d'être islamisées. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont faites là-dedans qui ne sont pas très licites en islam, je pense. Mais enfin, en tout cas, voilà, il y a un phénomène qui est très grave et qui a provoqué l'exode massif de centaines de milliers de Français au minimum, vraiment au minimum, dans ces dernières années. C'est quelque chose qui va s'amplifier. Là, c'est extrêmement visible en France. On le voyait déjà en 2009. On était quand même, on avait Jacques Marseille qui, sur le plateau de France 5, nous disait qu'effectivement, les gens se fuyaient mutuellement. Donc, quand vous avez Jacques Marseille qui vous dit ça, en 2009, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le phénomène est gravissime. Il est extrêmement compliqué à analyser politiquement parce que comment on va faire pour essayer de faire comprendre aux gens de gauche qui fuient ces zones-là, qui le font parce que c'est à cause de l'immigration. Je pense qu'il faut être sur la ligne offensive à ce niveau-là. Il faut leur faire comprendre là que tout a changé et je pense que les récents événements, notamment l'affaire Lola, l'affaire Thomas, etc. Bon, c'est terrible d'employer ces termes-là parce que c'était vraiment des événements dramatiques, mais ça a permis quand même de relancer l'offensive et on est en capacité aujourd'hui de pointer du doigt les conséquences de l'immigration, la réalité de ce phénomène. On est capable de dire à ceux qui fuient cette immigration, qui sont en train de la fuir. En tout cas, je pense qu'il faut les pointer du doigt, il ne faut pas hésiter à leur dire droit dans les yeux et avec même un peu de mépris que la richesse de l'immigration qu'ils nous ont tant vantée était un mythe. Eh bien, on va conclure là-dessus. Merci Nicolas Faure. Je rappelle, vous êtes créateur du média Sunrise sur YouTube. On invite nos auditeurs évidemment à vous abonner à votre chaîne et puis à s'abonner aussi à la chaine de Ligne Droite. Et merci à vous, Philippe Vardon. Vous n'avez pas de chaîne YouTube, vous, mais vous êtes conseiller régional sur tous les réseaux sociaux. C'est pas dur de me trouver. Vous êtes conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis 2015 et puis vous faites évidemment partie du mouvement Reconquête d'Éric Zemmour. Merci à vous. Merci beaucoup.